Au demeurant, pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie du Rwanda. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants. Le rapport phare du secrétaire général, notre programme commun, n'a fait que croître en termes de valeur depuis son lancement il y a plus d'une année de cela. Le monde est
le théâtre de troubles. Les crises se multiplient, sont toujours plus nombreuses et plus graves. Je songe notamment au changement climatique, à l'inflation, aux conflits, aux migrations incontrôlées. Ces difficultés exigent une coopération multilatérale et des efforts. Et pourtant, l'idée selon laquelle le système international ne serait plus à la hauteur de la tâche ne fait que s'étendre, sachant notamment que les intérêts des puissants sont en jeu. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des récents revers sont venus mettre en lumière que les conditions de sécurité n'ont pas changé par rapport à ce qu'elles étaient il y a 20 ans, lorsque l'opération de maintien de la paix la plus vaste de l'ONU y était pour la première fois déployée. Les États voisins, notamment le Rwanda, se sont retrouvés exposés à des attaques transfrontières. Des attaques totalement évitables. Il est urgent de trouver la volonté politique nécessaire pour s'attaquer enfin aux causes profondes de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Il ne sert à rien de jeter l'opprobre sur quiconque. Ces défis ne sont pas insurmontables. Nous pouvons trouver des solutions. Et ces solutions seraient bien moins coûteuses au plan financier et en termes de vies humaines. En dépit des lacunes qui nous montrent, nous savons que la coopération internationale peut nous permettre de régler ces problèmes qui nous concernent tous. La santé mondiale en est un exemple. Le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme a aidé à sauver un grand nombre de vies humaines en Afrique et au-delà, tout en permettant de renforcer les systèmes de santé. J'espère que tous les pays maintiendront leurs engagements lors de la 7e conférence de réapprovisionnement du fonds, présidée par le président Biden et qui est prévue aujourd'hui même. L'Afrique fait sa part, mais doit faire plus encore. Au fin de la durabilité des financements externes doivent s'accompagner d'une augmentation des financements nationaux alloués à la santé. Il s'agit d'une priorité. Une priorité évaluée par l'Union africaine sur une base annuelle. Et j'ai l'honneur, au nom de l'organisation, de mener ces efforts. Nous travaillons aussi avec les partenaires pour permettre de fabriquer des vaccins sur notre continent en collaboration avec des sociétés de biotechnologie, avec le soutien de l'Union européenne. C'est indispensable si nous voulons améliorer la résilience de l'Afrique face aux futures pandémies. Je félicite le secrétaire général d'avoir convoqué le sommet sur la transformation de l'éducation plus tôt dans la semaine. L'avenir de milliards d'enfants et de jeunes dans le monde entier dépend de l'éducation, laquelle doit être inclusive, de qualité, notamment au lendemain de la pandémie. Loin des gros titres des journaux, les Nations unies et d'autres institutions multilatérales restent tout à fait capables de fixer des programmes de travail auxquels nous pourrons tous nous rallier.
Lors d'une récente gouvernement de Kigali, les dirigeants ont adopté un programme ambitieux, un programme d'action assorti d'instruments sur l'urbanisation durable, la protection de l'enfance, les réformes connexes, entre autres. Nous sommes aussi convenus d'accorder la priorité aux partenariats publics-privés afin de créer des emplois dans le numérique pour les jeunes dans l'ensemble du Commonwealth. L'avenir sera numérique. La transformation est déjà d'actualité. J'en veux pour preuve l'action menée par la Commission chargée de l'élargissement au service du développement durable et son secrétariat en Afrique. Des emplois numériques de qualité sont une réponse adéquate aux migrations irrégulières. En investissant dans le capital humain, l'on peut rapprocher les pays à revenus faibles et à revenus élevés. Pour faire en sorte que les avantages soient équitablement partagés, nous devons continuer d'investir de manière équitable dans les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle, dans le domaine de la consolidation de la paix, de la lutte contre le terrorisme. Les initiatives régionales peuvent compléter l'action importante menée par l'Organisation des Nations Unies. Les initiatives régionales et bilatérales ont prouvé leur efficacité, que ce soit en République centrafricaine ou dans le cadre des efforts déployés pour endiguer l'extrémisme violent au nord du Mozambique, efforts menés par le Rwanda dans le cadre de la SADC. Si cette approche était testée en RDC, telle que proposée par le processus de Nairobi, elle permettrait de faire la différence. Cependant, pour être pérennes, ces efforts exigent un soutien financier constant de la communauté internationale. Les enjeux sont énormes et le temps joue contre nous. Nous ne pouvons pas anticiper, prévenir chaque crise, mais nous pouvons mieux nous y préparer. Nous préparer à y réagir rapidement, efficacement, en cas de besoin. En particulier, si nous œuvrons de concert. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République. Président de la Fédération de Russie, je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, le 60 sur les Nations Unies est une occasion opportune pour évoquer le passé, mais aussi pour réfléchir à notre avenir commun. En 1945, les pays vainqueurs du nazisme ont uni leurs efforts pour poser des fondements solides à l'ordre mondial de l'après-guerre. Je rappellerai que c'est dans mon pays, en Crimée, à Yalta, que se sont réunis les dirigeants de la coalition anti-hitlérienne pour décider de la création de l'ONU et des principes régissant les relations entre les États.
Le système de Yalta est donc né d'énormes souffrances. Il incarne le prix payé par des millions de gens qui ont perdu la vie pendant la guerre, deux guerres mondiales même qui ont ravagé la planète au XXe siècle. Et soyons ici objectifs, c'est ce système qui a aidé l'humanité à traverser des événements turbulents ensuite, parfois dramatiques, et qui a préservé le monde de bouleversements plus grands encore. L'Organisation des Nations Unies est sans pareil pour ce qui est de sa légitimité, de sa représentativité et de son universalité. Or, ces derniers temps, l'ONU se trouve de plus en plus souvent critiquée parce qu'elle manquerait d'efficacité. Et nous espérons reprendre la coopération bilatérale dans tous les domaines. Nous saluons la représentation diplomatique du Mali. Nous avons un partenariat de longue durée et nous espérons le renforcement de ces relations. Et en mois d'août, j'ai eu une discussion prolongée avec l'autorité du gouvernement temporaire et nous sommes mis d'accord sur la nécessité de poursuivre nos efforts communs en matière de lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme. Et la Russie continuera à apporter tout son soutien au peuple malien et notamment en matière alimentaire, de produits industriels et d'engrais. Nous continuerons à travailler dans le domaine humanitaire et intellectuel avec notamment le nombre de places pour les citoyens maliens souhaitant faire leurs études dans les universités russes. Après-demain, le Mali fêtera son indépendance et nous souhaitons sincèrement tous les Maliens pour cette fête.